absorbe. Les anciens pères, pour rendre sensible jusqu'à un certain point cette transformation dans l'unité, tirent volontiers leur comparaison de l'épi et de la grappe, qui sont les matériaux du mystère. Car tout ainsi que plusieurs grains de blé ou de raisin ne font qu'un pain et une boisson, de même ce pain et ce vin mystique qui nous sont présentés à la table sainte brisent le moi et nous absorbent dans leur inconcevable unité. Ce texte qui se termine sur le mot unité, lu par Cyril Baer, est un texte de Joseph Maistre qui est cité et repris par Michelet. Ce sont deux hommes que vous rapprochez dans un article où finalement le rapport à la table, le rapport au repas, rapporté à une sorte de mise en scène des aspirations sociales est théorisé. En quoi est-il important ce texte et en quoi est-ce que Michelet en fait une lecture intéressante ? Alors, c'est un texte donc du grand théoricien de la contre-révolution, Joseph de Maistre, qui, dans une existence antérieure, avant d'être contre-révolutionnaire et exilé, était franc-maçon. Ce qui fait qu'il est forcément sensible à la symbolique de la table et du banquet, pratique qu'on retrouve chez les francs-maçons et qui est d'ailleurs très, très mise en scène. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Joseph de Maistre a été lu, y compris par ses adversaires, qui ont trouvé ces réflexions extrêmement stimulantes. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, Michelet n'est pas du tout du même camp politique, au contraire. Mais en même temps, Michelet a compris que le fait même de se réunir à table a une valeur symbolique et, disons, signifie quelque chose pour les convives, qui est de l'ordre du sacré, d'une certaine manière. Ce qui fait qu'en fait, Michelet a une vision du banquet qui est beaucoup plus démocratique, puisqu'on a bien remarqué que le banquet de Joseph de Maistre était un banquet très hiérarchisé. À l'inverse, On descend. on descend, oui, du trône du monarque à la hutte du sauvage, en gros. Et au contraire, Michelet, en bon libéral, voit dans le banquet un signe de fraternité. C'est-à-dire que le banquet est un banquet qui rassemble, qui crée même des égaux. Même des gens qui normalement ne devraient pas partager la même table. C'est ainsi que par exemple dans le très célèbre banquet, enfin très célèbre en son temps, banquet des vendanges de Bourgogne en 1er avril 1830, qui en fait est une annonce symbolique de la révolution de juillet 1830. À la même table, il y a des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Des libéraux modérés, très modérés même, et d'autres qui sont des extrémistes, mais surtout des gens qui normalement n'auraient jamais dû manger à la même table, c'est-à-dire des gens qui sont catholiques, d'autres qui sont voltairiens, et puis il y a même des juifs. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. À la même table, il y a aussi des mulâtres, donc en fait des représentants de l'opinion anti-esclavagiste aux colonies qui ont été en fait obligés de se réfugier en métropole. Et avoir à la même table des gens de couleur, des juifs et des catholiques ou des voltairiens, c'est bien la preuve qu'ils sont dans le même camp. Ils affirment leur unité. Leur unité, c'est celle de la nation française qu'ils entendent représenter. Ça, on est en mesure de le dire aujourd'hui avec un regard d'historien qui peut penser à posteriori, ou est-ce qu'ils sont en mesure de se penser ainsi tandis qu'ils le vivent ? Ils sont en mesure de se penser ainsi, ils ne peuvent pas en faire la théorie. Ils le soupçonnent, ils le sentent, ils n'ont pas encore les instruments conceptuels nécessaires pour le penser. C'est pour ça d'ailleurs que c'est extrêmement intéressant, parce qu'on voit dans un fragment de Michelet qu'il est aux limites de la pensée possible à ce moment-là. Qu'est-ce qui bloque ? Je ne sais pas bien. Je pense simplement que c'est un objet trop neuf. Lui n'y a pas participé au banquet, enfin pas que je sache en tout cas. Et puis surtout, il n'y a pas, personne n'a encore vraiment approfondi l'intuition de Joseph de Maistre. Celui qui va approfondir, qui est un penseur complètement oublié, mais extraordinairement intéressant, c'est Pierre Leroux, quelques années plus tard, qui est un saint-simonien, qui est passé par le saint-simonisme et qui prend au sérieux l'idée d'un nouveau christianisme. Mais dans sa réflexion, dans un texte fabuleux qui s'appelle « De l'égalité », qui est paru en 1839 ou 1840, en fait, il fait la théorie du banquet comme métaphore de la communauté humaine, en disant, au départ, il y avait des banquets qui étaient des banquets familiaux,
Ensuite, dans la cité grecque, des banquets de la cité tout entière, qui excluent les esclaves et les étrangers. Et les femmes. Et les femmes. Bien sûr. Ensuite, il y a, dit-il, le banquet symbolique que représente l'Eucharistie, qui ouvre le cercle de la communauté à tout le monde, femmes et esclaves compris, au moins symboliquement. Et, dit-il, dans l'avenir, il faudra que le banquet marque une pleine et entière démocratisation, ce à quoi il s'engage, ce à quoi il contribue par son engagement dans le mouvement, la pensée socialiste de son temps. Est-ce qu'on peut lire sous la plume de Pierre Leroux l'idée selon laquelle, par exemple, le partage d'une nourriture serait la métaphore du partage du bien commun et la distribution autour d'une table, l'idée d'une possible, éventuelle distribution citoyenne? Ça, c'est aussi une de ses inventions, parce qu'il est extraordinairement sensible à tout l'aspect symbolique des choses. Et en fait, il se rend compte, quelques années à peine avant la Révolution de 1848, qu'il a là un moyen sensationnel de disqualifier les pratiques et l'économie politique de ceux qui gouvernent la France et qui refusent d'accepter un élargissement du suffrage, c'est-à-dire ce qu'on, dans le langage de l'époque, de confier davantage de gens au banquet de la réforme, à la participation politique. Et lui, il dit, ça va plus loin encore, parce que ces gens-là, en fait, ils pensent à Guizot, ils pensent à son ministre de l'Intérieur, Duchâtel, ils pensent en gros à toute la bourgeoisie censitaire qui, en fait, a la totalité des pouvoirs sous la monarchie de Juillet. Donc ces gens-là sont malthusiens. Malthusiens, c'est-à-dire qu'en fait, ils refusent le partage des biens de ce monde parce que dans une métaphore, dans un récit célèbre, Malthus avait expliqué que la terre est trop petite pour nourrir tous les affamés. Donc il faut limiter le nombre de convives. Et disait Malthus, par la guerre, par la famine, par la maladie, la nature limite le nombre de convives aux proportions souhaitables. Texte qui a fait tellement scandale que Malthus ne l'a jamais réédité après la première édition de son traité sur la population. Mais ses adversaires, eux, l'ont repris. Et Pierre Leroux est un de ceux qui met en valeur l'abominable égoïsme et en même temps, d'une certaine manière, le manque de foi profond de Malthus, puisque pour les gens de cette époque-là, l'idée que la nature est limitée, c'est inconcevable. Ils considèrent que la nature est capable de nourrir une population 20 fois plus grande qu'elle n'est actuellement, que normalement le monde est fait pour l'homme et que donc on va pouvoir partager équitablement les richesses que l'humanité exploite et crée entre tous. Vincent Robert, c'est vous qui avez suggéré l'interprétation de Ma République par Jean-Louis Murat. C'est une chanson normalement interprétée, ou en tout cas écrite par Béranger, un chansonnier du 19e, et qui nous emmène à une autre campagne des banquets, et peut-être aux banquets qui finirent par être interdits. Pourquoi? À quel moment? Alors là, c'est en fait les racines immédiates de la révolution de 1848. C'est une révolution qui se déclenche à la suite de manifestations très violentes contre l'interdiction d'un banquet par le gouvernement de Louis-Philippe. Bon. Alors pourquoi est-ce que l'interdiction d'un banquet déclenche une révolution? C'est une question qui, en fait, est à l'origine de mes recherches sur le banquet. Bon. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est pour ça que ça nous ramène à Béranger, c'est que la pratique du banquet est en fait omniprésente dans la vie sociale. C'est-à-dire, il n'y a pas de groupe sans banquet. Pas de groupe sans banquet, ça signifie que, par exemple, donc bien sûr, il y a les banquets de famille, mais il y a aussi les banquets de francs-maçons. Il y a aussi les banquets des associations ouvrières. Il y a aussi les banquets des compagnonnages. Il y a, en fait, profondément enraciné l'idée que le droit de fêter autour d'une table avec des amis est un droit primordial de l'homme. Or, en interdisant le banquet du 12e arrondissement de la capitale,
qui avait été organisée par des gardes nationaux, c'est-à-dire en fait des petits notables de quartier, en gros. Donc, étant donné que les gens de l'époque savent très bien que cette interdiction s'inscrit dans la lignée d'autres interdictions beaucoup plus discrètes qui ont frappé des banquiers de sociétés ouvrières les mois et les années précédentes, l'impression que ça donne à toute la population parisienne, c'est qu'ils sont face à un gouvernement qui s'attaque à la plus précieuse de leur liberté, la liberté qu'on a de se réunir entre amis. Et c'est, pour les contemporains, ceux qui réfléchissent à ce que signifie le lien politique, un gouvernement qui interdit un banquet est en fait un gouvernement liberticide, un gouvernement despotique. Et le promoteur de la campagne des banquets, Odilon Barrot, qui est un homme politique très oublié aujourd'hui, quand il proteste à la Chambre des députés contre cette interdiction, il dit « Mais enfin, même les pires gouvernements de la Restauration ont autorisé des banquets. » Donc là, on est face à un despotisme pur. Ce qui explique, est-ce qu'on a eu du mal à comprendre en définitive, pourquoi se produit dans la rue une telle unanimité contre Louis-Philippe, contre Guizot, parce que les gens ont le sentiment que leurs libertés les plus simples et les plus fondamentales sont menacées. En d'autres termes, s'il y avait eu une législation précise sur le droit de réunion, on aurait pu interdire une réunion. Mais interdire un banquet, c'est beaucoup plus grave. Parce que, en fait, on donne l'impression qu'on s'attaque à un principe fondateur de l'ordre social. On donne l'impression qu'on est face à un pouvoir qui veut étouffer toute la sociabilité naturelle et très valorisée des citoyens. D'où l'extrême difficulté d'ailleurs qu'ont eu certains défenseurs ultérieurement du gouvernement de Louis-Philippe à justifier cette interdiction. Ils sont obligés vraiment de faire des contorsions rhétoriques et des contorsions légales parce qu'en fait, la légalité sur ce point était très discutable. C'était un point qui était resté en suspens, probablement à dessein en suspens, pour permettre aux notables de continuer à se réunir et pour garder la possibilité d'interdire des banquets trop démocratiques et notamment des banquets ouvriers. Vincent Robert, sans comparaison déraisonnable, en lisant votre livre, j'ai pensé à ce qui s'est passé récemment en Chine, à savoir des militants chinois qui se sont fait arrêter lors d'un dîner où ils parlaient politique et qui, du coup, en effet, ont été touchés dans leur droit le plus privé, le plus intime, à se réunir ensemble et à parler. Est-ce qu'il y a, sans venir jusqu'au XXIe siècle, des partis politiques, des mouvements politiques qui, après le XIXe, se sont revendiqués de cette tradition des banquets ? Alors, d'une part, il est bien évident que en régime oppressif, c'est la solution qui reste pour se réunir malgré tout. Et quand ça est touché, du coup, c'est vraiment le plus loin de l'oppression. Si c'est connu, oui. Bon. C'est intéressant aussi de remarquer que la révolution russe de 1905 a commencé aussi par une campagne de banquets sur lequel je n'ai pas lu grand-chose, mais on voit bien que les libéraux russes du début du XXe siècle avaient réfléchi sur l'histoire de France et qu'ils s'étaient dit que ça pouvait être un moyen disons, d'élargir l'espace des libertés. Bon, maintenant, disons que c'est normal, que les militants dans un pays soumis à une dictature soient contraints de se réunir dans des banquets et qu'ils essayent d'élargir leur possibilité de réunion par les banquets, c'est assez normal. Disons que c'est là, je pense qu'on touche à ce qu'on pourrait appeler le cœur anthropologique du banquet. C'est senti comme un droit fondamental. Il n'y a qu'un autre droit qui soit pratiquement aussi sacré, qui est celui d'accompagner les morts au cimetière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour évoquer ce temps des banquets, le temps des banquets politiques et symboliques d'une génération 1818-1848. Ça se lit aux éditions, décidément, publications